Mon mari a emmené notre fille à une soirée pyjama. Mais des heures plus tard, j'ai reçu une vidéo. Elle avait été enlevée. Elle pleurait dans une pièce sombre. Ces mots, « Maman ». Mon cœur s'est arrêté. Mon mari n'a jamais répondu. J'ai conduit à l'adresse indiquée. La maison était abandonnée. C'est là que j'ai vu une femme nous observer depuis les arbres. Ces mots suivants m'ont brisé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je pensais que mon mari emmenait notre fille à une soirée pyjama. C'était vendredi soir tout à fait normal. Elle portait son sac à dos, ses chaussons licorne préférés, et son petit éléphant en peluche nommé Nipsey était coincé sous son bras. Je l'ai embrassé sur le front sur le perron et je lui ai fait au revoir de la main pendant que Dane l'attachait dans la voiture. Il souriait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Ce fut le dernier moment qui me sembla normal. 3 heures plus tard, j'étais pelotonné sur le canapé en pyjama, à moitié endormi avec le bourdonnement de la télévision en arrière-plan. Mon téléphone a vibré à côté de moi. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à un SMS ou peut-être à une alerte de garde tardive de l'hôpital. Au lieu de cela, c'était un message vidéo de Mera. Mon cœur a fait un petit bond, mais j'ai souri. Peut-être envoyait-elle simplement une vidéo amusante de la soirée pyjama. Peut-être voulait-elle dire bonne nuit. J'ai appuyé sur lecture. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le visage de Mera remplissait l'écran. Elle pleurait. Pas des gémissements, pas des caprices. Elle pleurait. De vraies larmes coulaient sur ses joues. Sa voix était tremblante, presque un murmure, comme si elle avait peur que quelqu'un puisse l'entendre. « Maman, où est papa? Pourquoi suis-je ici ?» La pièce derrière elle était d'un noir total. Je ne voyais rien, à l'exception de la forme vague de ce qui ressemblait à du bois. Des murs nus, pas de meubles, pas de lumière, pas d'autre voix. Je me suis redressé d'un coup, j'ai rejoué la vidéo, je l'ai mise sur pause, j'ai écouté à nouveau. « Mera », ai-je dit à voix haute comme si elle pouvait m'entendre. « Où es-tu, ma puce ?» J'ai appelé Dane immédiatement. Je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai réessayé. Toujours rien. Ma poitrine s'est serrée. J'ai ouvert notre fil de discussion. Un seul message plus tôt dans la journée, je l'emmène chez Zoé. On devrait être de retour demain vers midi. Je l'ai fixé intensément. Chez Zoé. C'était censé être sa camarade de classe. Je n'avais jamais rencontré les parents, mais Dane disait qu'il l'avait fait. Je n'avais jamais pensé à vérifier. J'ai envoyé un message, « Où est Mera? Appelle-moi maintenant. » Rien. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais au plus profond de moi. J'ai rappelé. Toujours pas de réponse. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés et je suis allé au garage. Mes mains tremblaient tellement que je les ai fait tomber 2 fois. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je me souvenais que Dane avait envoyé l'adresse plus tôt dans la semaine quand nous avions parlé de la soirée pyjama. J'ai ouvert l'application de cartographie sur mon téléphone et j'ai cherché dans la discussion. Elle était là, une adresse à environ 30 minutes de la ville. Je suis sorti de l'allée en marche arrière et j'ai foncé dans la nuit. Je ne me souviens même pas des virages que j'ai pris ni de ce à quoi ressemblait la route. Juste des arbres, des clôtures, des ombres, et les battements de mon cœur dans mes oreilles. Pendant que je conduisais, la vidéo tournait en boucle dans ma tête. Les yeux de Mera grands ouverts, effrayés, cherchant quelqu'un en qui avoir confiance. Sa voix tenant à peine le coup. Je n'arrêtais pas de murmurer « Tiens bon, mon bébé. Maman arrive. » La rue que Dane avait indiquée n'était pas dans un quartier résidentiel. C'était rural, isolé. J'avais passé le dernier lampadaire environ 1 kilomètre plus tôt. La route est devenue un chemin de gravier. Je pouvais à peine voir la maison avant d'être juste devant elle. Ce n'était pas une maison. C'était un squelette. Une vieille bâtisse de 2 étages, usée par le temps, où personne ne semblait avoir vécu depuis des décennies. Les fenêtres étaient soit brisées, soit condamnées par des planches. La boîte aux lettres penchait sur le côté, rouillée et ouverte. L'herbe m'arrivait aux genoux. Il n'y avait pas d'autre voiture, pas de lumière sur le perron, pas de paillasson. C'était vide. Mon estomac s'est noué. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé fixement. Ça ne pouvait pas être ça. Dane ne la laisserait pas ici. Ça devait être une erreur. Je suis sorti de la voiture. L'air était lourd et immobile. Je ne m'étais même pas rendu compte que je retenais mon souffle jusqu'à ce que j'entende le craquement de feuilles derrière moi. Je me suis retourné brusquement.
Au début, je ne l'ai pas vue, mais ensuite, entre deux arbres de l'autre côté du jardin, j'ai vu quelqu'un debout. Une femme. Elle ne bougeait pas, elle se contentait de m'observer. Ses cheveux étaient longs et sombres, humides de l'air nocturne, et ses bras étaient croisés fermement sur sa poitrine. On aurait dit qu'elle était là depuis un moment. J'ai crié « Bonjour, est-ce que vous habitez ici ?» Elle n'a pas répondu. J'ai fait un pas prudent vers l'avant. Je cherche ma fille. Elle était censée être ici avec son père. Avez-vous vu une petite fille? 7 ans, cheveux bruns bouclés, veste violette. La femme a fait un pas de plus. Puis elle a dit, de la voix la plus calme que j'ai jamais entendue, « Vous devez partir tout de suite. Cet endroit, ce n'est pas ce que vous croyez. » Ma gorge s'est asséchée. De quoi parlez-vous? Ma fille est dans cette maison. La femme n'a pas scié. Non, elle n'y est pas, a-t-elle dit. Et si vous voulez la revoir, vous allez m'écouter. Et d'un coup, tout ce que j'essayais de maintenir calme en moi s'est effondré. Quelque chose de profondément, de terriblement grave se passait. Et je n'avais aucune idée de qui était cette femme. Mais le regard dans ses yeux me disait qu'elle ne mentait pas. Pas le moins du monde. La semaine avait été longue. Des gardes de nuit consécutives aux urgences, des doubles services à cause d'un manque d'effectifs, et à peine 5 heures de sommeil entre chaque garde. Tout ce que je voulais pour le week-end, c'était du repos, un peu de calme, et peut-être juste une nuit sans que personne n'ait besoin de moi. Quand Dane a suggéré d'emmener Mera à une soirée pyjama, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas posé de questions. J'ai souri, je l'ai embrassé sur la joue et je l'ai remercié. Ce serait génial, ai-je dit. J'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Il a eu un large sourire et a dit, tu l'as mérité. Il savait toujours exactement quoi dire. Mera était ravie. Elle n'était jamais allée à une soirée pyjama, mais elle en réclamait une depuis longtemps. Apparemment, sa camarade Zoé avait invité quelques filles, et Dane disait avoir parlé au père de Zoé quand il avait déposé Mera à l'école la semaine dernière. Je ne les avais jamais rencontrés, mais j'avais confiance en Dane. C'était lui le plus sociable, celui qui allait plus facilement vers les gens. Moi, j'étais celle qui s'inquiétait, celle qui planifiait, le genre de maman qui dit « Envoie-moi un message quand tu arrives ». Cet après-midi-là, Mera a fait ses bagages toute seule. Son pyjama avec les petites étoiles filantes, sa brosse à dents, une petite couverture rose, et Nipsey, l'éléphant en peluche sans lequel elle refusait de dormir. « Maman, tu crois qu'ils auront des pancakes demain matin ?» a-t-elle demandé en fermant son sac à dos. « Sûrement, et sinon, papa s'arrêtera t'en chercher sur le chemin du retour. » Elle a souri, laissant voir sa dent de devant manquante. « Je vais te manquer, n'est-ce pas ?» Terriblement. Je l'ai aidée à attacher ses chaussures pendant qu'elle bavardait sans s'arrêter sur les films qu'elle pourrait regarder et si Zoé avait des animaux. Elle débordait d'excitation, et cela me faisait me sentir plus légère moi aussi. Je n'avais pas l'habitude d'être loin d'elle. Même quand je travaillais de nuit, je rentrais assez tôt pour la réveiller pour l'école, lui préparer son petit déjeuner et écouter le récit de ses rêves. Elle était mon ombre, ma fille, la seule chose dans ce monde qui me gardait ancré quand tout le reste semblait tourner à toute vitesse. Dane est entré, ses clés à la main, et a applaudi. C'est parti, superstar. Tu ne veux pas être en retard pour ta première vraie soirée pyjama. Mera a couru vers lui et a serré sa taille. Il l'a soulevée comme si elle était encore un tout petit, a embrassé sa joue et lui a dit qu'elle était la petite fille de 7 ans la plus courageuse du monde. Elle a rigolé tout le long jusqu'à la porte. Je les ai suivis dehors, les regardant charger la voiture. Le SUV de Dane était déjà rempli de collations et d'un sac de couchage. Il avait même écrit une petite note que Mera devait donner aux parents, contact d'urgence et allergie. Tout semblait si bien préparé. Je me suis penché et j'ai embrassé Mera par la fenêtre ouverte. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Je garderai mon téléphone juste à côté de moi. Elle a hoché la tête. Au revoir maman, je t'aime. Je t'aime aussi. Dane a fait le tour de la voiture et m'a embrassé tendrement sur les lèvres. Je t'enverrai un message quand on sera arrivé. Merci, ai-je dit d'une voix calme. Merci de faire ça. Il a souri et a touché ma joue. Tu as besoin de repos. On gère. Puis ils sont partis. Je suis resté sur le perron quelques secondes de plus que prévu, fixant l'endroit où le SUV avait disparu sur la route. Le soleil se couchait derrière les arbres. Le quartier était tranquille. Je suis entré, j'ai fermé la porte. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois, la maison était silencieuse. Je me suis fait du thé. J'ai allumé une série que je voulais regarder. J'ai allumé une bougie.
J'ai même dansé un peu dans la cuisine pendant que l'eau bouillait, en fredonnant des chansons que Mera appelait toujours des « chansons de maman ». Pendant quelques heures précieuses, je me sentais bien. Je me sentais en sécurité. Je sentais que je l'avais mérité. Vers 21h30, j'ai vérifié mon téléphone. Pas de SMS, pas de photos. Je me suis dit qu'ils étaient pris par l'ambiance. J'ai résisté à l'envie d'envoyer un message, ne voulant pas paraître trop envahissante. À 22h30, je me suis brossé les dents, je me suis couché et j'ai pris un livre que je n'avais pas touché depuis des semaines. J'ai lu la même page 5 fois, distraite, sans vraiment comprendre pourquoi. Quelque chose me rongeait, de façon sourde et subtile, mais facile à ignorer si je faisais assez d'efforts. Je me disais que j'étais juste fatigué, que Dane était probablement en train de discuter avec les autres parents, que Mera s'était endormie devant un film. Je me racontais beaucoup de choses, mais au fond de moi, quelque chose de profond, de maternel et d'inexplicable continuait de me murmurer que j'aurais dû poser plus de questions, que j'aurais dû vérifier l'adresse, que j'aurais dû rencontrer les parents de Zoé moi-même. J'ai chassé ces pensées, j'ai fermé le livre et j'ai éteint la lumière. Mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran, m'attendant à un message de bonne nuit, peut-être une photo floue de Mera avec les cheveux ébouriffés et un bol de popcorn. Au lieu de cela, c'était une vidéo de Mera. Et la nuit a basculé à jamais. J'ai regardé la vidéo à nouveau, mes mains tremblant si fort que j'ai failli lâcher le téléphone. Mera était dans un endroit inconnu. La pièce derrière elle était trop sombre pour voir clairement, mais je pouvais distinguer des parties d'un mur en bois et ce qui ressemblait à un sol en ciment. Elle serrait son éléphant en peluche contre sa poitrine. Son visage était baigné de larmes. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle murmurait mon nom. « Maman, où est papa ?» disait-elle. « Pourquoi suis-je ici ? J'ai froid. » J'ai mis la vidéo sur pause et j'ai fixé son image figée. Elle était terrifiée. Ma petite fille, qui ne pouvait même pas dormir si la porte du placard était entr'ouverte, était assise seule dans un endroit qui ressemblait à un box de stockage ou à un sous-sol non fini. Chaque partie de mon corps me criait de courir, de bouger, de la rejoindre le plus vite possible. J'ai appelé Dane, messagerie directe. J'ai réessayé. Rien. Je lui ai envoyé un SMS, je viens de recevoir une vidéo de Mera. Où est-elle ? Réponds-moi tout de suite. J'ai surveillé l'écran pour voir apparaître les points de saisie. Rien. J'ai essayé de rester calme. Je me disais qu'il y avait probablement une explication. Peut-être aidait-il les parents de Zoé avec quelque chose et son téléphone n'avait plus de batterie. Peut-être qu'ils étaient dans un chalet et que Mera s'était sentie perdue ou effrayée. Mais ses excuses semblaient de plus en plus fragiles. J'avais besoin de réponses. J'ai fait défiler notre fil de discussion, cherchant l'adresse qu'il avait envoyée plus tôt cette semaine. Je l'ai trouvée. Je l'ai copiée dans mon GPS, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti en moins de 2 minutes. Les routes étaient presque vides. Il était tard et le ciel était sombre et chargé de nuages. Pendant que je conduisais, je continuais de rejouer la vidéo. À chaque visionnage, je remarquais quelque chose d'autre. Un tremblement dans sa voix, une ombre bougeant à peine dans le coin, le silence qui semblait bien trop pesant. Il n'y avait pas d'autres enfants, aucun signe de gens qui parlent ou jouent en arrière-plan, juste Mera seule en train de pleurer. Le GPS m'a éloigné de la ville, au-delà des quartiers résidentiels, sur une route à 2 voies qui devenait de plus en plus étroite à chaque virage. Les arbres envahissaient les bas-côtés. Pas de lumière, pas de signe de vie. Mon cœur battait de plus en plus fort à chaque kilomètre parcouru. J'ai serré le volant plus fort et je me suis penché en avant, essayant de voir plus loin à travers le pare-brise. Quand la navigation a enfin annoncé que j'étais arrivé, j'ai ralenti et j'ai regardé la propriété devant moi. Ce n'était pas une maison. C'était une carcasse vide, de 2 étages, tenant à peine debout. Le bardage pourrissait. Les fenêtres étaient brisées ou condamnées. Les marches de devant étaient fissurées et inégales, et le jardin semblait ne pas avoir été tondu depuis 10 ans. J'ai vérifié le numéro sur la boîte aux lettres. Il correspondait à l'adresse que Dane m'avait donnée. Ça ne pouvait pas être ça. Je me suis garé en face et je suis sorti de la voiture, tenant mon téléphone d'une main et ma lampe de poche de l'autre. Mon souffle formait un nuage dans l'air froid de la nuit. Le seul son était celui du vent dans les arbres. Je me suis avancé prudemment vers le devant de la maison, mes bottes crissant sur le gravier. J'ai crié « Bonjour ». Ma voix semblait trop forte dans le silence. Rien. J'ai fait le tour du perron, scrutant à travers les interstices des planches. À l'intérieur, c'était vide. Pas de meubles, pas de jouets, aucun signe de vie humaine. Je me suis reculé.
C'est là que j'ai remarqué quelque chose de l'autre côté de la route. Un mouvement, une présence immobile, quelque chose qui m'observait. Une femme. Elle se tenait juste au bord des arbres, à moitié dans l'ombre, à moitié dans la faible lueur de la lune. Sa posture était rigide. Ses bras étaient croisés. Elle n'avait pas l'air surprise ou nerveuse. On aurait dit qu'elle attendait. Je suis retourné vers ma voiture, puis je me suis arrêté et je me suis tourné vers elle. « Excusez-moi » ai-je crié. « Est-ce que vous habitez dans le coin ?» Elle n'a pas répondu. « Je cherche ma fille. Elle devait être ici. Elle s'appelle Mera. Elle a 7 ans. » La femme s'est avancée juste assez pour que je voie son visage clairement. Elle avait l'air fatiguée. Ses yeux étaient cernés et ses cheveux pendaient librement sur ses épaules. Elle avait le regard de quelqu'un qui en a trop vu et qui a porté cela seul pendant trop longtemps. « Vous devez partir » a-t-elle dit, sa voix basse mais assurée. « Tout de suite. » Mon estomac s'est noué. Pourquoi? C'est quoi cet endroit? Où est mon mari? Où est ma fille? Elle a secoué la tête lentement. Il vous a menti. Ce n'est pas une maison de soirée pyjama. Il a déjà fait ça auparavant. Je me suis figé. Que voulez-vous dire? Elle s'est encore rapprochée, sa voix plus basse encore. Il a emmené ma fille ici il y a des années. Il m'a dit qu'elle allait à une fête d'anniversaire. Je ne l'ai jamais revue. J'ai trouvé cet endroit des semaines trop tard. Je l'ai regardé, sans comprendre. Il utilise des endroits comme celui-ci, a-t-elle poursuivi. Des maisons abandonnées, hors réseau, il raconte à la mère quelque chose de crédible. Il disparaît avec les enfants, puis il recommence ailleurs. J'ai senti le sol se dérober. Mes oreilles bourdonnaient. Vous mentez, ai-je dit, mais je ne me croyais pas moi-même. Elle n'a pas scié. J'aimerais que ce soit le cas. Je me suis éloigné d'elle et j'ai composé le 911 avec des mains tremblantes. Je leur ai donné l'adresse et je leur ai dit que ma fille pourrait être en danger. Ils ont dit que des agents étaient en route. J'ai raccroché et je me suis retourné vers la femme. Comment savez-vous tout cela? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, parce que je l'ai vécu et que je me suis promis que si je le revoyais, je l'arrêterais. J'ai vu son SUV arriver plus tôt. Vous devez me croire. Votre fille n'est plus dans cette maison. Vous devez chercher plus loin. J'ai regardé la maison sombre, les fenêtres brisées, le silence, la certitude grandissante que j'avais été trahi d'une manière que je ne pouvais même pas commencer à concevoir. Et ma fille était quelque part là-bas, m'attendant pour que je la trouve. Je me tenais au milieu de la route, le poids de tout ce que la femme avait dit pressant contre ma poitrine. Mon cerveau luttait pour donner un sens à tout cela, pour la cataloguer comme déséquilibrée ou confuse. Mais la peur dans ses yeux n'était pas simulée. Elle était réelle, gravée profondément. Le genre de peur qui ne s'en va pas avec le temps. Je la reconnaissais parce qu'elle reflétait la mienne. Elle s'est approchée et a dit, « Ils ne la trouveront pas dans cette maison. Vous perdez votre temps si vous restez ici. » J'ai serré mon téléphone plus fort. Comment savez-vous qu'il l'a emmenée ailleurs? Et si elle était encore à l'intérieur, en train de se cacher? Elle a secoué la tête. Je l'ai observé faire. Il crée l'illusion de la sécurité. Ensuite, il s'évapore. Il utilise des lieux comme celui-ci pour égarer les gens. Le temps que la vérité éclate, il est déjà loin. Le crissement de pneus sur le gravier a attiré mon attention vers la route. 2 voitures de police sont arrivées, gyrophares clignotant dans l'obscurité. Je leur ai fait signe, courant vers la première alors que l'adjoint sortait. Ma fille a disparu, ai-je dit, essoufflé. Elle devait être à une soirée pyjama, mais j'ai reçu une vidéo d'elle pleurant seule. Mon mari l'a amenée ici, et maintenant il est parti. La femme s'est approchée lentement. J'ai besoin de parler à quelqu'un moi aussi. Cet homme, Dane Emley, il a déjà fait ça. Il y a des années, il a enlevé ma fille. L'adjoint nous a regardés tour à tour, sceptiques mais vigilants. Un à la fois. Madame, vous avez dit avoir une vidéo. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai lancé le message. Il l'a pris, a monté le son et a regardé. Son visage changeait de seconde en seconde. De calme à concentré, puis troublé. Il a tendu le téléphone à son partenaire. On doit fouiller la maison tout de suite. Ils ont bougé rapidement, lampe de poche sortie, arme au poing. Je me tenais près de la clôture, serrant mon manteau contre moi. La femme est restée à mes côtés. Comment vous appelez-vous? Ai-je demandé. Jana. Il y a combien de temps pour votre fille? 4 ans. Elle s'appelait Leia. Il m'a dit qu'il l'emmenait voir des amis. Il n'est jamais revenu. La porte moustiquaire a grincé.
L'un des adjoints a crié, « À l'étage, c'est vide ». Puis un autre cri de l'arrière. Aucune trace de qui que ce soit. Je me suis avancé. Elle est là-dedans? L'adjoint est descendu du perron et m'a rejointe près de la clôture. Il n'y a personne à l'intérieur, mais nous avons trouvé quelque chose que vous devriez voir. Je l'ai suivi dans la pièce de devant. L'endroit sentait le moisi et la décomposition. Les planches du parquet gémissaient sous nos pas. Il m'a conduite dans un coin de la pièce où un vieux sac de sport était ouvert. À l'intérieur se trouvait le sac à dos rose de Mera. Je suis tombé à genoux et je l'ai sorti. C'était le sien. Le porte-clés arc-en-ciel qu'elle avait fabriqué en cours d'art plastique pendait encore sur le côté. À l'intérieur se trouvait son pyjama, sa brosse à dents et Nipsey. Elle ne l'aurait jamais laissé derrière elle de son plein gré. Sous l'éléphant en peluche se trouvait un dessin plié. Je l'ai ouvert lentement. Des traits de crayon couvraient la page. Des bonhommes représentant moi, Mera, et notre chien Max dans le jardin devant la maison. Un petit cœur flottait au-dessus de nous. Au dos, avec son écriture d'enfant, il y avait 4 mots, « Maman, tu me manques ». J'ai pressé le papier contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Toutes les peurs que j'avais contenues ont éclaté. Il avait planifié ça. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Je suis sorti où Jana m'attendait, les bras serrés autour d'elle. Ils ont trouvé son sac à dos, ai-je dit. Mais elle n'est pas là. Jana a hoché la tête. C'est comme ça que ça commence. Je me suis tourné vers l'adjoint. Vous devez suivre sa voiture. Il conduit un Chevy Tahoe noir de 2018. Les plaques sont enregistrées au nom de Emler et Alestat. Il est retourné à son véhicule et a commencé à appeler par radio pour accéder à la surveillance. Un autre officier a commencé à établir un périmètre de recherche. L'air semblait plus vif maintenant, urgent. L'illusion de sécurité avait été arrachée, et ce qui restait était la terrifiante réalité de ce dont Dane était capable. J'allais et venais, vérifiant mon téléphone sans cesse. Toujours rien de sa part. Ses réseaux sociaux étaient muets. Pas de pin de localisation, aucun signe de publication récente. J'ai appelé sa sœur. Pas de réponse. J'ai appelé sa messagerie professionnelle. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 2 semaines, Dane avait mentionné qu'il devait faire visiter une série de chalets à la lisière de la ville. Il disait que c'était des propriétés en saisie immobilière. Je n'y avais pas beaucoup prêté attention sur le moment. Je me souvenais juste qu'il avait dit « Personne n'a vécu là-bas depuis des années ». C'est comme entrer dans une histoire de fantôme. J'ai couru vers l'adjoint à nouveau. Vérifier les propriétés abandonnées à l'ouest de County Road 8. Des chalets. Il est allé là-bas récemment. Il l'a noté et a transmis l'information au répartiteur. Jana s'est approchée. C'est là qu'il a emmené Leia. Un chalet près de la rivière. Vous avez peut-être raison. Tout en moi a bondi en avant. Je ne pouvais plus attendre. Je devais la trouver. Je n'allais pas rester immobile pendant que d'autres cherchaient. J'y vais, ai-je dit à l'adjoint. Je n'attends pas. S'il se dirige vers ces chalets, alors je dois être là quand vous arriverez. Il n'a pas discuté. On vous suit. N'entrez pas seul. Je suis monté dans ma voiture. Jana est montée côté passager sans demander. S'il est là, a-t-elle dit, vous aurez besoin de quelqu'un qui sait dans quoi vous vous engagez. Je n'ai pas répondu. J'ai démarré le moteur et j'ai foncé sur le chemin de gravier, les mains crispées sur le volant, mon cœur battant la chamade vers la seule chose qui comptait, Mera. J'ai conduit comme si ma vie en dépendait, car c'était le cas. Chaque seconde où Mera était là-bas, je l'imaginais effrayée et seule. Les routes sinueuses défilaient alors que mes phares perçaient l'obscurité. Jana était assise silencieusement à côté de moi, s'agrippant au siège des 2 mains. Elle ne donnait pas d'indication, mais elle n'en avait pas besoin. Nous savions toutes les 2 où nous allions. 15 minutes plus tard, nous avons atteint le bord d'une piste de gravier oubliée. Les arbres nous serraient de près, hauts et immobiles. Une grille rouillée était entr'ouverte à l'entrée. Je me suis engagé. Le chemin était étroit, à peine assez large pour la voiture, envahi par les mauvaises herbes et les branches qui rayaient les portières au passage. Puis je l'ai vu. Une rangée de vieux chalets affaissés bordait la clairière. 6 au total, disposés comme les pièces d'un plateau de jeu brisé. Le 4e avait une lumière allumée à l'intérieur. Jana a pointé du doigt, celui-là. J'ai arrêté la voiture et j'ai sauté dehors. Le froid m'a frappé instantanément, mais je le sentais à peine. Mes jambes bougeaient par instinct. Je n'ai pas attendu les renforts.
Je n'ai attendu rien du tout. J'ai couru directement vers la porte d'entrée et j'ai frappé des 2 poings. Mera, c'est maman. Mera, tu m'entends? Pas de réponse. J'ai essayé la poignée, verrouillée. Je suis passé sur le côté vers une fenêtre étroite et j'ai collé mon visage contre la vitre. À l'intérieur, je l'ai vue. Elle était recroquevillée sur un mince matelas au sol, serrant Nipsey contre elle. Elle avait encore sa veste. Ses chaussures aussi. Ses yeux étaient ouverts, fixant la porte, hébétée et silencieuse. J'ai frappé contre la vitre. Mera, ma puce, regarde-moi. Maman est là. Elle n'a pas bougé au début, puis lentement, sa tête a tourné. Ses yeux ont trouvé les miens. Sa bouche s'est ouverte et elle a prononcé un seul mot, maman. Je me suis reculé et j'ai donné des coups de pied dans la porte de toutes mes forces. 1 fois, 2 fois. La 3e fois, elle a craqué. La 4e fois, elle a volé en éclats. Je me suis précipité à l'intérieur et je suis tombé à genoux à côté d'elle. Je suis là. Tout va bien. Je te tiens. Je te tiens. Elle s'est accrochée à moi, sanglotant contre mon épaule, son petit corps tremblant. Il a dit que c'était un jeu, pleurait-elle. Il a dit qu'on se cachait et qu'il ne fallait pas faire de bruit. Je l'ai serré plus fort, ma main berçant l'arrière de sa tête. Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. Plus de jeu. Derrière moi, des bruits de pas ont résonné sur le perron. Je me suis retourné, prêt à me battre s'il le fallait, mais c'étaient les adjoints. Ils ont balayé la pièce, ont sécurisé l'espace, et l'un d'eux a appelé par radio. On a la petite, chalet 4, demandons unité médicale et de soutien à l'enfance immédiatement. Jana a franchi la porte, les mains tremblantes. Elle a vu Mera et s'est arrêtée net. Elle est vivante, a-t-elle chuchoté. Vous l'avez trouvée. J'ai hoché la tête mais je n'ai pas pu parler. Ma gorge était trop nouée. L'un des adjoints s'est approché. Nous n'avons trouvé personne d'autre. Pas de trace du père. Pas de véhicule non plus. On dirait qu'il l'a laissé ici et qu'il s'est volatilisé. Je suis resté immobile, tenant Mera contre ma poitrine. Il l'a juste laissé? Il a hoché la tête. On dirait bien. Peut-être savait-il qu'on se rapprochait. Une ambulance est arrivée quelques minutes plus tard. Ils ont enveloppé Mera dans une couverture thermique et ont vérifié ses constantes. Elle n'avait pas de blessure visible, mais ils l'ont emmenée en observation. Je suis monté avec elle, sans jamais lâcher sa main. À l'hôpital, ils lui ont posé des questions avec douceur. Elle leur a dit que Dane l'avait emmenée au chalet et avait dit que cela faisait partie de la soirée pyjama, qu'ils allaient jouer à cache-cache, mais qu'elle devait rester silencieuse sinon le jeu serait gâché. Il lui avait donné des collations, une lampe de poche, et avait dit qu'il reviendrait tout de suite. Puis il n'est jamais revenu. Dès que Mera a reçu l'autorisation médicale, elle s'est endormie, pelotonnée contre moi dans le lit d'hôpital. Je suis resté assise à ses côtés, bien réveillé, la regardant respirer. La peur ne m'avait pas encore quitté. Mon corps se préparait encore à quelque chose de pire, quelque chose de définitif. Mais le pire était déjà arrivé, et d'une manière ou d'une autre, nous y avions survécu. Juste avant le lever du soleil, un adjoint est revenu avec des nouvelles. Nous avons tracé un téléphone jetable appartenant à Dane. Nous pensons qu'il a quitté la zone par une route de service près de la rivière. Nous avons émis une alerte dans tout l'État. Il est officiellement fugitif. J'ai hoché la tête, sans être surprise. Et pour Jana, ai-je demandé. Elle nous a aidés à trouver cet endroit. Elle est interrogée en ce moment même. Elle coopère pleinement. Son histoire concorde avec la vôtre sur trop de points pour être ignorée. Nous pensons qu'elle dit la vérité. Mera a bougé dans son sommeil et a cherché ma main. J'ai pressé la sienne doucement. Pensez-vous qu'il reviendra? Ai-je demandé, la voix à peine audible. L'adjoint n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, nous ne pensons pas, mais nous ne prenons aucun risque. Vous aurez une protection complète jusqu'à ce qu'il soit arrêté. J'ai regardé le visage endormi de ma fille, pâle et paisible maintenant sous la lumière douce de l'hôpital. Dane avait planifié cela pendant des semaines, peut-être plus longtemps. Il avait choisi un endroit où personne ne penserait à chercher. Il comptait sur mon épuisement, ma confiance et mon amour pour lui pour m'aveugler. Il ne s'attendait pas à ce que je remonte la piste. Il ne s'attendait pas à ce qu'une femme de son passé surveille encore. Mais il s'était trompé. Je l'avais trouvé. Et je n'avais pas fini de me battre. Je n'ai pas dormi pendant des jours.
Même après le retour de Mera à la maison, même après que la police m'a assuré que nous étions en sécurité, je ne pouvais pas fermer les yeux sans entendre sa voix dans cette vidéo ou sans voir ce chalet sombre et vide où elle avait été abandonnée. Elle dormait dans mon lit chaque nuit, blottie contre moi avec son éléphant en peluche entre nous. Ça ne me dérangeait pas. J'avais besoin qu'elle soit proche, moi aussi. Pour la première fois de ma vie, je me fichais d'être trop protectrice, trop tendre ou trop attachée. Elle était à moi. Elle avait toujours été à moi, et j'avais failli la perdre. Nous avons été soutenus. Une conseillère en traumatologie est venue à la maison. Les services de protection de l'enfance sont passés et ont confirmé que Mera était dans un environnement stable. Des amis ont apporté de la nourriture